Fallait-il essayer de changer la règle du jeu au MEDEF à quelques mois de l'élection du successeur de Pierre Gattaz? Non. Eh bien, tous ceux qui voulaient que Jean-Dominique Sénard, le patron de Michelin, puisse concourir, malgré son âge, 65 ans dans quelques mois, ils ont échoué cet après-midi au Conseil exécutif. La combine a fait long feu. Alors, est-ce que ça va donner une mauvaise image au MEDEF? Tiens, au fait, justement, est-ce que c'est important, cette question? Est-ce que le MEDEF a encore l'importance qu'il avait autrefois dans un contexte où Macron a exaucé une partie de ses réformes, dans un contexte où le paritarisme n'est plus forcément tendance? Au fait, à quoi sert encore le MEDEF? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Nos experts, nos acteurs, nos témoins sont à nouveau ce soir sur le plateau de BFM Business. Jean-Claude Vollot, bien sûr, membre du conseil exécutif. Il était cet après-midi à cette réunion du MEDEF. C'est le président de Diane Aerospace. Mathieu Jolivet, reporter à la rédaction de BFM Business, le grand expert qui est Bernard Vivier à la tête de l'Institut supérieur du travail. Peut-être le futur président du MEDEF est avec nous ce soir. Patrick Martin, président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, candidat donc à la succession de Pierre Gattaz. Et puis avec nous aussi un homme qui est chef d'entreprise mais qui dit le MEDEF, non, j'en fais pas partie. Peut-être fier de ça. Président de meilleurtaux.com, c'est Hervé Hatt. Voilà, ils vont tous témoigner. Tiens, Mathieu Jolivet, c'est non? C'est non, donc pour Jean-Dominique Sénard. C'est quoi le rapport de force cet après-midi? Le débat est clos. Alors, un proche de Pierre Gattaz m'expliquait il y a quelques minutes qu'il y a eu 30 membres du Conseil exécutif qui ont voté contre un report de la limite d'âge. Ils sont 45 au sein de ce Conseil exécutif, ce qui met un point final en fait à ce feuilleton qui a débuté il y a maintenant 2 semaines, quand Jean-Dominique Sénard a mis, il faut se rappeler quand même, un bon coup de pression sur Pierre Gattaz à travers une interview accordée à l'époque au Figaro, dans laquelle il expliquait que le seul moyen pour qu'il puisse présenter sa candidature, la seule option qu'il retenait, c'était une démission de Pierre Gattaz qui aurait entraîné le mois de juillet, des élections anticipées, et ce qui lui aurait permis, lui, de contourner cette limite d'âge qui le frappe aujourd'hui, puisqu'il aura 65 ans début mars. Alors que l'élection a lieu début juillet prochain. Or, cet après-midi, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que lors de ce vote, ce Conseil exécutif a fermé toutes les portes qui auraient pu permettre à Jean-Dominique Sénard de se présenter. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de voter contre une interprétation assez souple des statuts pour dire en gros, on a 65 ans jusqu'à la veille de ses 66 ans, donc on peut se début présenter. 2019, bon. Voilà, il aurait pu rentrer dedans. Soit on change les statuts, mais alors là, ça aurait été politiquement compliqué parce qu'après, il faut confirmer ce vote lors d'une assemblée générale avec 500 adhérents territoriaux qui ne votent pas forcément avec dans le même sens que les 45, avec un vote qualifié aux 2 tiers. Donc c'est un barrage plus compliqué que celui du Conseil exécutif. Ça aurait pu être un peu compliqué. Quant à cette question du calendrier, elle était aussi soumise au vote cet après-midi. C'est un Conseil exécutif qui a confirmé un calendrier qui reste inchangé. Et donc ça rappelle une position que nous dit Pierre Gattaz depuis le début, à savoir hors de question d'envisager une démission ou des élections anticipées. Il est là jusque juillet au moins. Voilà, donc Jean-Dominique Sénard a pris acte de ce vote et il a publié il y a quelques minutes un communiqué dans lequel il confirme il ne sera pas candidat. Voilà ce que dit Jean-Dominique Sénard. Jean-Claude Vollot, vous y étiez, c'était quoi le climat cet après-midi? Il y avait du sang sur les murs ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Le MEDEF a montré qu'il était une organisation mature, qui aime la démocratie. Vous avez voté quoi, vous? J'ai voté. Oui ou non? Non, mais si vous voulez, ça s'est très très bien passé. Je sais que la presse aurait aimé que ça soit dans le sang. Ah non, mais pas du tout. Je pose la question. Pas du tout. Puis vous savez quand même, il y a un précédent. Il y a quand même une présidente qui a tenté à son avantage, je ne sais pas le cas de Pierre Gattaz, de modifier au dernier moment les statuts à son avantage. Vous avez vu comment ça s'est passé. Ça laisse des traces. Elle n'est pas allée au-delà. Et puis vous savez, Jean-Dominique Sénard, c'est un garçon remarquable, brillant, mais au fur et à mesure des 4 derniers mois, parce que ça a vraiment commencé après son exposé à l'université d'été du MEDEF qui a été brillant. On s'est dit, mais ça peut être un magnifique candidat, bien sûr. Et puis ensuite, moi j'ai senti dans les discussions avec les uns et les autres la dégradation. Je pense que si le vote avait eu début septembre, ça peut-être été un autre résultat. Mais là, se sont réveillés les territoires qui ont dit, mais nous, là-dedans, on est quoi? Se sont réveillés les petites fédérations, mais nous, là-dedans, on est quoi? Se sont réveillés, attendez,
Parce que le MEDEF, c'est quand même un conglomérat de l'industrie, des services, du commerce, du numérique, de tous ces métiers. Et en fait, les autres ont dit, mais on vient d'avoir un président venant de l'industrie. Donc à chaque fois, il y a une dégradation, quelques voix comme ça qui glissent, et puis on a le résultat d'aujourd'hui. Ouais, c'est bien. C'est un MEDEF démocratique, mais toujours un peu divisé quand même. Hein, Vous avez 80 fédérations. Province versus Comment voulez-vous que ce soit pas... Il y a 80 fédérations, il y a 80 manières de voir le problème. Hein. Patrick Martin, justement, président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Michelin tient donc Clermont-Ferrand, l'Auvergne, contributeur du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Vous n'êtes pas membre du conseil exécutif. Ça faisait un petit peu manœuvre, ça faisait petit arrangement entre amis ou pas, ce qui s'est passé cet après-midi? Non, pas véritablement. Moi, j'ai un immense respect pour Jean-Dominique Sénard, l'homme, l'entrepreneur. Je crains qu'on ne lui ait pas tout dit quand on lui a proposé de s'engager dans cette aventure. Et typiquement sur ces affaires statutaires, et puis effectivement sur les courants, les influences qui peuvent exister au MEDEF, mais qui sont parfaitement légitimes. On est dans un mode de fonctionnement démocratique, il y a des intérêts divergents qui à la fin convergent le plus souvent. Donc ce qui est arrivé devait advenir. Ouais. Mais alors, quand même, et ça venait de qui, là, à la manœuvre, à votre avis? Non, je ne parle pas de manœuvre à proprement parler, mais Jean-Dominique Sénard, qui va arriver au terme de son mandat chez Michelin en 2019, qui est un homme de devoir, qui a le sens de l'intérêt collectif, a été sollicité et s'est dit, oui, il y a des choses à faire au MEDEF, pour le MEDEF lui-même, pour les entreprises plus généralement, pour la France encore, qu'il ne faille pas être présomptueux. Et donc, il s'est lancé dans cette affaire-là. Et ça aurait été un bon président du MEDEF, à vos yeux? Je pense que ça aurait été un bon président du MEDEF. Et alors donc, fallait pas changer la règle? Non, mais changer la règle, c'est autre chose. Ouais. Changer la règle, c'est autre chose. Vous m'interrogez sur le profil de Jean-Dominique Sénard, c'est un bon profil de mon point de vue. Et le débat n'est pas entre les territoires et les branches, hein, j'y reviendrai si vous le souhaitez. Mais il se trouve qu'il y a des statuts, il se trouve que c'est malencontreux à quelques mois d'une élection de modifier les statuts, même si ça n'avait effectivement rien à voir avec ce qui s'était produit au terme du mandat de Laurence Parisot et qui d'une certaine manière œuvrait pour elle-même. Là, Pierre Gattaz n'œuvrait pas pour lui-même. Bernard Vivian, on s'attendait à une telle majorité contre cette motion qui venait d'où? Ça, c'est l'alchimie un peu interne au MEDEF. Et Jean-Claude Vollot, qui était présent, vous vient bien de voir qu'il s'est bien gardé de se prononcer sur ce qu'il avait voté, et ça se comprend. Le MEDEF a effectivement, depuis quelques mois, bougé dans le sens de finalement, les statuts, il ne faut pas trop les changer. Nous sommes maintenant à quelques mois de cette élection. Ça sera le 3 juillet. Le dépôt des candidatures sera bouclé le 3 mai. Il y aura 2 mois pour la compétition et les candidats vont devenir nombreux. La candidature Sénard avait un grand avantage. Elle était d'une certaine façon assez attendue. L'homme est éminemment solide. Il vient d'une entreprise de province et mondiale en même temps. Et une entreprise qui a des racines familiales, des racines territoriales. Donc une vision également des relations sociales que l'on n'a pas vu depuis longtemps à la tête du MEDEF. Son discours de clôture de l'université du MEDEF a fait forte impression. L'affaire maintenant est terminée. On ne triture pas les statuts. C'est ce qui s'est dit aujourd'hui, ça vient d'être dit, surtout après l'épisode de 2013 de Laurence Parisot, et ça vient d'être rappelé. Donc le MEDEF va maintenant vivre une période avec de nombreux candidats. Et puis, comme souvent, ça va être un jeu de relations internes entre les branches, les territoires, et progressivement, ça va converger vers 2, 3, 4 candidats, guère plus. Alors, qui a-t-il déjà? Donc, il y a Patrick Martin. Il y en a 2 déclarés. Oui. Frédéric Motte, votre alter ego du Nord. Des Hauts-de-France. Des Hauts-de-France, pardon, oui, des Hauts-de-France. Peut-être Geoffroy Roux de Bézieux. Ne sont pas peut-être déclarés. Alexandre Sobo. Oui. Qui est encore dans les prétendants. Jean-Claude Vollot. Alexandre Sobo a été clair là-dessus. Si Sénard ne peut pas se présenter, il se présente. Il ira, d'accord. La bataille, elle va se faire sur quoi exactement? Parce que là, quand même, je reviens sur cette histoire quand même de clivage. Vous nous dites, Patrick Martin, c'est pas aussi divisé que ça. Il n'y a pas autant industrie contre service, Paris contre région, grosse boîte contre moyenne boîte. Il représentait quand même une énorme boîte, peut-être, au détriment des entreprises plus modestes, les PME, Jean-Dominique Sénard. Oui, alors je ne vais pas faire l'article pour Jean-Dominique Sénard, parce que c'est dorénavant de l'histoire ancienne. Donc vous, non, mais le Michelin, que je pratique, mais d'autres régions. Vous êtes à la tête de quelle entreprise, vous? Alors moi j'ai une entreprise de distribution B2B qui s'appelle Martin Belezou Expansion. Oui, c'est ça. Voilà. Donc entreprise
moyenne, hein, c'est ça. Non, mais par rapport à Michelin, par rapport... Voilà, 500 salariés, c'est sans commune mesure. Non, mais il y a un ancrage territorial fort de Michelin et une implication forte dans les corps intermédiaires et dans le paritarisme, ce qui n'était pas inintéressant dans la candidature de Jean-Dominique Sénard. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des repères, des lignes de fracture qui, à mon avis, sont datées et se déplacent. Je pense que les branches elles-mêmes sont bien conscientes que beaucoup de sujets sont renvoyés au terrain dorénavant. Quand on voit bien sûr la déconcentration des services de l'État, la régionalisation. Je vais prendre des cas très concrets, si vous me permettez. Quand vous avez un litige prud'homal, il ne se règle pas au ministère du Travail. Vous pouvez vous appeler Sanofi ou je ne sais quoi. C'est bien au Conseil des prud'hommes local que ça se traite. Vous construisez une usine, vous avez un problème d'exploitation d'une usine, c'est une administration d'État déconcentrée à laquelle vous avez affaire, une réale, une directe. Et ça, même les grandes entreprises le savent. Par ailleurs, il y a des sujets qui sont complètement transverses. Digital, sujet absolument essentiel. Est-ce que c'est l'apanage du Syntec? Est-ce que c'est l'apanage de l'industrie? Est-ce que c'est l'apanage du commerce? Non, c'est un sujet transverse. Donc la légitimité des branches n'est pas du tout en cause, mais il y a de plus en plus de sujets qui sont interprofessionnels. Et puis enfin, le MEDEF est une organisation interprofessionnelle. Quel est le meilleur moyen d'échapper à des rivalités qui, je le redis, me paraissent un peu datées entre les branches, si ce n'est d'avoir à sa tête quelqu'un issu de l'interprofessionnel et qui donc ne peut pas être soupçonné d'influencer dans un sens plutôt que dans un autre. Le MEDEF doit changer de visage, doit non pas reconstruire, mais arrêter tous ces clivages donc on a trop dénoncé. Et que Patrick Martin nous dit, il faudrait que les mettre... Patrick a raison, mais on n'empêchera pas qu'il y ait des gens qui fassent ressortir les éternelles querelles stériles entre commerce, entre industrie, entre distribution, entre tous ces métiers-là. Ça, c'est inévitable. Et j'entends dire par beaucoup de collègues, l'industrie vient de présider pendant 5 ans, maintenant c'est au tour des autres, si vous voulez. Ça n'empêchera pas, et en fait, il y aura des clivages sur ce critère-là, mais sur d'autres critères. Et après le francilien Pierre Gattaz, place à la province aussi. Vous savez, l'histoire de Sénard, elle est quand même intéressante, parce que... Pourquoi? Parce que c'est le positionnement même du MEDEF. C'est quoi le MEDEF, finalement? Quand vous regardez le paysage patronal français, vous avez la FEP, qui délibérément a mis 120, 130 grandes entreprises cotées, mondialisées, magnifiques entreprises, souvent parmi les leaders mondiaux, dans une organisation qui discute directement avec les pouvoirs publics. En bas, vous avez les artisans. Présidé en ce moment par Laurent Burel, de mémoire, c'est ça? Oui. Voilà. Vous avez les artisans. Et puis vous avez la Confédération des PME. Et puis vous avez le MEDEF. Et quand vous regardez comment se répartissent les entreprises, le MEDEF devient, je trouve, de plus en plus l'organisation des grosses PME et des ETI. Regardons comment ça se passe et comment c'est en train de se faire. Avec Sénard, on avait quelqu'un qui pouvait faire une sorte d'union entre AFEP, entre ces grosses PME et UTI, une espèce de chose. Je crois même savoir, d'après ce que j'ai entendu, c'est que c'était souhaité à certains endroits au Palais. C'était ce que le président de la République aurait souhaité, avoir un leader de cette nature-là. Pierre Gattaz, il a été le président pendant 5 ans, la guerre de tranchées, il a fait du Verdun contre un gouvernement socialiste qui a agressé les entreprises sans arrêt. Et Pierre n'a rien fait d'autre que du barrage de tranchées sans arrêt. Et il a fait un travail incroyable. C'est ça l'intérêt du MEDEF, monsieur. Vous voyez, quand on dit ça sert à quoi le MEDEF? Ça sert à ça. Attendez, on va lui donner la parole. Quand vous avez un type comme Necker qui vient agresser sans arrêt pour différentes raisons ou sapin, mais ça c'est fini aussi. Se battre. Là, on est avec Macron. Un autre contexte politique qui veut des visions du futur. Peut-être symptomatique. Mathieu Jolivet et Bernard Vivien. Peut-être symptomatique d'une organisation patronale qui doit revoir soit sa forme de gouvernance, soit aussi son image. J'évoquais le sujet là il y a quelques jours avec un très proche de Pierre Gattaz qui m'expliquait que depuis plusieurs mois, il cherche un candidat venant du monde des startups ou entrepreneurs assez dynamiques. Et pour l'instant, ils n'ont pas trouvé cette perle rare. Et ça, il me l'expliquait. Il me l'expliquait de but. Ils n'ont pas de temps à consacrer. Parce qu'ils n'ont pas de temps à consacrer à ça, parce qu'ils ont tous les jours des problématiques de croissance et de financement qui les mobilisent à 100%, et que leurs préoccupations premières sont à des milliers de kilomètres de ce que peut apporter aujourd'hui le MEDEF auprès des entreprises. Et c'est un vrai sujet que soulevait ce proche de Pierre Gattaz, mais il le cherche toujours. Alors Hervé Hatt, président de meilleurtaux.com. Alors justement, moi ce dialogue est intéressant parce que honnêtement pour moi le MEDEF c'est très très loin. Meilleurtaux.com, on est une entreprise qui a maintenant une quinzaine d'années.
On est plutôt une start-up qui a un certain âge qu'une entreprise très, très mature. On a au total 1500 collaborateurs qui sont soit des salariés, soit des collaborateurs dans des franchises, puisqu'on a aussi 270 franchises dans toute la France, à côté d'un site web qui a beaucoup de trafic. Pour nous, le MEDEF, c'est très loin. C'est très loin parce que les seuls rapports qu'on a pu avoir avec le MEDEF, c'est quand on est passé par une phase de restructuration chez nous il y a maintenant 5-6 ans, qui était très lourde. Mais le MEDEF n'est pas intervenu, simplement on relève d'une convention collective qui est Syntec, qu'on a utilisée pour la négociation, mais sous forme d'outils. La convention collective, on l'a utilisée sous forme de cadre. On n'a jamais eu de relation active avec le MEDEF. Par ailleurs, aujourd'hui, à chaque fois qu'on a des questions en termes de développement ou qu'on a besoin de s'adresser à d'autres personnes, on est, comme vous l'avez dit, on a des réflexions avec des acteurs du digital, qui sont un peu le monde dans lequel on est aujourd'hui. Moi, je suis président et vice-président d'associations qui sont des associations thématiques qui regroupent des acteurs du secteur financier ou de la tech. On parle entre gens de la tech ou des secteurs financiers. Avec le MEDEF, on n'a aucune relation directe, on n'a pas de discussion. Donc nous, les entités qui nous représentent, elles sont thématiques dans notre secteur et on n'a aucune relation directe avec le MEDEF. Et je ne sais pas très bien au sein du MEDEF aujourd'hui qui pourrait au quotidien nous aider dans ce dont on a besoin. Donc je reconnais le rôle qu'a joué Pierre Gattaz à des moments où il fallait avoir des positions finalement un peu politiques au bon sens du terme. Fallait résister. Oui, alors Bernard Vivier, quand on écoute Hervé, président de meilleurtaux.com, qui constate, il me dit voilà, qu'est-ce que peut m'apporter le MEDEF ? Pas grand-chose a priori. Quand on écoute Mathieu Jolivet, Jean-Claude Vollot nous dire, c'est vrai qu'à une époque, Pierre Gattaz, il était là pour se cogner avec François Hollande, pour résister quelque part. Aujourd'hui, une époque où Macron a fait les réformes que voulait le MEDEF, à une époque où le paritarisme n'est plus forcément d'actualité, puisque l'État va reprendre la main assez souvent, à quoi sert encore le MEDEF ? À beaucoup de choses. Alors, dire que pour un chef d'entreprise, on est loin du MEDEF, c'est vrai sur le plan individuel. C'est vrai. Si vous voulez un conseil juridique, vous pouvez l'avoir auprès d'un cabinet d'avocats aussi bien et parfois mieux qu'auprès de votre fédération professionnelle ou de votre MEDEF territorial. Individuellement, c'est vrai. Collectivement, c'est pas vrai. Chaque entreprise, même si elle n'adhère pas au MEDEF, bénéficie de ce que fait le MEDEF. Et que fait le MEDEF ? 1, une solidarité entre entreprises. 2, une existence collective face au pouvoir public, face à l'État, face à la bureaucratie. Il faut rendre à Pierre Gattaz tout le travail qu'il a fait. C'était peut-être un travail de guerre de tranchées. Son père l'avait fait vis-à-vis de François Mitterrand aussi. Baisse des prélèvements, réduire la complexité administrative, assouplir le marché du travail. Ça a été les 5 années de Pierre Gattaz à la tête du MEDEF. Et la démarche n'est pas finie. Et puis, négocier. Organiser le marché du travail. Négocier avec qui ? Pas avec le gouvernement, avec les organisations syndicales. N'oublions pas que nous sommes aujourd'hui dans notre pays, dans un pays où l'État continue à envahir la sphère du privé. Et la sphère du privé de l'économie. La formation professionnelle, l'assurance chômage, le logement, les retraites complémentaires. Toutes ces réalisations ont été faites par le patronat et les syndicats. Et aujourd'hui, on voit très concrètement, soyons un peu caricatural mais pas loin, Bercy regarder avec gourmandise ces sommes d'argent considérables qui sont bien gérées, qui pourraient être mieux gérées, on est d'accord, mais qui sont gérées par les acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire, comme le disait Jean-Dominique Sénard, les corps intermédiaires. Si l'on n'a pas une organisation des acteurs du marché du travail, qui va gérer les intérêts collectifs ? L'État ou le marché sauvage ? Oui, on y reviendra d'ailleurs avec Jean-Claude Vollot sur l'argent des syndicats, l'argent du patronat, puisqu'il est aussi président de l'association de gestion du Fonds paritaire national. Il vient avec les chiffres de 2016. Il y a aussi un rôle de conseil donc apporté par le MEDEF, à vos yeux, Bernard Vivier ? Conseil en direction des entreprises. Oui, bien sûr, il faut pas réduire, bien sûr. Il y a des services rendus en contrepartie de la cotisation. Et d'ailleurs, à cet égard, le mouvement patronal est beaucoup plus actif que le mouvement syndical de salariés. Il y a à peu près 123 000 entreprises adhérentes au MEDEF. La représentativité du MEDEF a été effectuée il y a quelques mois seulement. Le MEDEF représente 71% de l'ensemble des organisations professionnelles, avec de l'autre côté la CPME, et un tout petit peu également l'UDP, les artisans. La FEP étant une association et non pas un mouvement patronal qui a vocation à négocier dans les entreprises ou dans les branches. Tout juste. Patrick Martin, à la tête du MEDEF Rhône-Alpes-Auvergne. On en a la démonstration à travers vos propos. Le MEDEF a un sérieux problème d'image et un sérieux problème de gouvernance. L'épisode qu'on vient de connaître en témoigne. Maintenant, ça, c'est la face. Ça va donner une mauvaise image, cette histoire ? Ou alors, justement, le fait que le non ait été voté majoritairement, finalement, tout de suite, on coupe l'herbe sur le pied ? Je me corrige. Ouais.
c'est la face émergée de l'iceberg. La face immergée de l'iceberg, dont on sait tous qu'elle est plus importante, c'est ce qui se passe sur le terrain. À titre d'illustration, l'excellent président du MEDEF Lyon-Rhône est typiquement issu de votre secteur. Laurent Fiard, président de Visiative, qui est une boîte du numérique en plein boom. Et il active son MEDEF territorial d'une manière exemplaire en faisant des adhérents tous les jours. Mais je voudrais surtout parler du rôle, par exemple, des mandataires. On a 20 000 mandataires qui sont désignés par le MEDEF, qui sont très actifs dans un certain nombre d'instances paritaires, qui sont dans les conseils de prud'homme, qui sont dans les tribunaux de commerce, qui ne sont pas paritaires, les tribunaux de commerce, qui sont dans les CRAM, dans les URSAF, et qui ont une véritable valeur ajoutée. J'insiste sur un point, ce sont des bénévoles. Donc, quand on a des militants, des élus et des bénévoles, on se doit d'être attentif à ce qu'ils pensent, attentif à ce qu'ils font. Parce que c'est l'affectio societatis, à un moment, qui peut être mis en cause, et ces gens-là peuvent pas partir aussi vite qu'ils sont venus. En plus, ce sont des cotisants. Donc, on a un travail de fond à accomplir, et je rejoins malheureusement à certains égards ce que vous avez dit. Il y a une image du MEDEF qui ne correspond pas toujours à la réalité. Et justement, Bernard Vivier, un mot, puisque vous allez nous quitter dans un instant, on restera évidemment avec les 4 autres. Comment le MEDEF doit-il se réinventer ? Probablement en continuant ce qu'il fait, en réorganisant ses fédérations. 80 fédérations, c'est beaucoup, et certaines d'ailleurs sont elles-mêmes des fédérations de syndicats et de fédérations. Donc il y a se restructurer, et probablement, travail qui n'a pas été suffisamment fait, mieux retravailler sa doctrine dans le domaine des relations sociales et du social. Le MEDEF traîne encore comme un scotch sur le bout du doigt la question de la rémunération des dirigeants, n'a pas vraiment traité sur le fond le problème du paritarisme, sinon pour dire c'est l'immobilisme ou ça coûte trop cher et les syndicats. Bon, qu'est-ce que le MEDEF ? C'est une organisation syndicale. D'ailleurs, un certain nombre de syndicats du MEDEF ont les statuts loi de 1884, les mêmes que ceux des syndicats de salariés. Donc en fait, il n'y a pas à inventer un MEDEF. Il y a à poursuivre le travail. Chaque président de MEDEF, et finalement c'est un peu du déterminisme ce qu'on va dire, chaque président de MEDEF incarne bien le MEDEF du moment. On l'a vu dans la collection des présidents de MEDEF. Laurence Parisot, sans remonter très loin, a ouvert le MEDEF à des questions de société, en négligeant un peu l'économique et le social. Pierre Gattaz a bien mis en avant un MEDEF offensif, laisser les chefs d'entreprise entreprendre et aider à l'esprit d'entreprise. Et là, on a aujourd'hui à faire un réglage entre une puissance publique qui envahit la sphère de l'économique et du privé, et probablement aller dans cette direction pour aller vers les organisations syndicales qui en ont bien besoin. Et qui peut incarner justement la suite, l'après Gattaz. Là, on a plusieurs mois. Pour l'instant, il y a 2 candidats c'est quoi le déclarés. profil, le portrait robot type? C'est pas une question de territoire ou de fédération. C'est beaucoup une question de personnalité. Et c'est quelque chose d'important. Bon, allez, merci Bernard Vivier. À très bientôt sur BFM Business. Les autres, vous restez là. Vous nous direz d'ailleurs, Patrick Martin, sur quoi vous ferez campagne. Ça sera quoi votre combat? Les autres, on continue. Oui, à quoi sert encore le MEDEF? Réponse dans un instant avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business. À tout de suite. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Bon, l'actu de la journée, c'est non. Jean-Dominique Sénard, le patron de Michelin, ne sera pas le successeur de Pierre Gattaz. Il aura 65 ans au mois de mars. Il ne pourra pas être candidat donc à la succession au mois de juillet. Il y a eu une tentative qui a été faite. Bon, finalement, le conseil exécutif a dit non cet après-midi. 30 voix contre, 15 voix pour, ça ne se fera pas. Qui, maintenant, évidemment, il y a d'autres candidats qui sont pressentis, qui sont affirmés. Patrick Martin est avec nous, notamment en studio, le président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. À quoi sert encore le MEDEF? Bernard Vivier, qui était avec nous tout à l'heure, nous dit oui, encore très utile, notamment avec un rôle de conseil. Vous, Hervé Had, président de meilleurtaux.com. Vous, ça vous parle pas, le MEDEF? Vous ne sentez pas représenté par le MEDEF? Alors, c'est pas tout à fait vrai. Je pense qu'il y a vraiment, pour moi, il y a 2 choses différentes. Il y a le MEDEF qui joue un rôle de politique ou de macroéconomie, et je pense que très important le rôle que Pierre Gattaz a joué en la matière, pour défendre des positions, très important. Après, il y a une deuxième question, c'est les services qui sont rendus aux entreprises et le dialogue avec les entreprises. En tant que chef d'entreprise, le rapport est très lointain. Et vous faisiez tout à l'heure un mot sur les patrons de start-up, les entreprises du digital et du web. Les gens n'ont pas le temps.
les gens ont des problématiques très immédiates. Et donc, une organisation très verticale, un peu traditionnelle comme le MEDEF, ne répond pas à ce besoin de transversalité et de rapidité. Je pense qu'il y a une question pour cette deuxième question, qui n'est pas la question de macroéconomie, mais qui est la discussion de dialogue en permanence avec des gens qui ont besoin de rapidité, ou du moins de réaction rapide. La configuration du MEDEF ne fonctionne pas. Il faut trouver autre chose. La formule, de ce point de vue-là, a besoin d'évoluer. Et donc, les entreprises, les associations qui ont bien fonctionné, ça va être des pigeons, ça va être Croissance Plus, ça va être France FinTech, etc. Ces organisations qui se sont créées depuis, qui sont plus rapides, plus réactives. Ce que vous dites, voilà, le fait que des patrons dynamiques, entre guillemets, un peu plus jeunes peut-être, et créer les pigeons et créer Croissance Plus, ça répond à un vide, c'est ça, du MEDEF? Ça répond à un besoin de réaction très thématique, très rapide sur des sujets, dans lesquels il faut que des gens qui ont les mêmes problématiques puissent se parler rapidement et puissent agir rapidement. Et la verticalité un peu traditionnelle, je suis caricatural à dessein, la verticalité un peu traditionnelle du MEDEF répond mal à ces problématiques. Mais si le MEDEF changeait son organisation, vous diriez oui, j'y vais, ça m'intéresse. Après, on en vient à ce que vous disiez, il y a un problème de temps. C'est que moi, patron de ma boîte aujourd'hui, et beaucoup de mes congénères qui ont des boîtes qui sont souvent très, très web, très digitales, n'ont pas le temps. On n'a pas le temps de prendre part à toutes ces instances. Alors, Mathieu Jolivet, Jean-Claude Vollot. À quoi pourrait servir le MEDEF? Vous savez, il y a quelques jours, je m'entretenais avec un PDG du CAC 40. Et voilà ce qu'il me racontait. Il me disait que depuis plusieurs années, tous les mois, il réunit 7 ou 8 chefs d'entreprise, patrons de PME autour de lui pour un déjeuner, pour essayer de voir sur son radar, sentir le pouls et voir quelles sont leurs préoccupations. Et il me racontait ceci, il me disait que ça fait 10 ans que tous les mois, il entend en préoccupation numéro 1 à la sortie de ces déjeuners, c'est la préoccupation fiscale. Et que là, pour la première fois depuis quelques mois, qu'est-ce qu'il entend à l'issue de ces déjeuners? C'est que la première préoccupation, elle n'est plus fiscale, même si c'est toujours là, c'est le sujet des compétences. C'est le sujet des compétences, à savoir aujourd'hui comment je fais pour adapter mes salariés aux nouveaux besoins et comment je fais pour bien recruter. À la transformation numérique. Et que ce sujet-là, c'est un retour vraiment de terrain, est devenu la préoccupation numéro 1. Donc pour répondre à votre question, peut-être un des grands rôles que pourra jouer le MEDEF sera celui d'être le porte-parole, ambassadeur des entreprises, alors que s'ouvre un chantier colossal sur la formation professionnelle. Et dernier point, je termine là-dessus, à quoi pourrait servir le MEDEF? C'est que là, dans l'année qui va venir, il va y avoir d'autres chantiers, notamment des chantiers fiscaux qui vont arriver et où l'entreprise va être au cœur de ce chantier-là. Au 1er janvier 2019, vous allez avoir la mise en place du prélèvement à la source où chaque chef d'entreprise va devenir le collecteur auxiliaire du fisc. Voilà, va devenir là-dessus et pourra se transformer entre guillemets en conseiller fiscal. C'est la grande crainte en tout cas du MEDEF aujourd'hui. Au 1er janvier 2019, vous aurez aussi la bascule du CICE en baisse de charges pérennes avec derrière toute la question de savoir où est-ce qu'on baisse les charges des entreprises. Est-ce qu'on se permet, si la conjoncture est bonne, de monter un petit peu au niveau des salaires pour aider les entreprises à l'exportation. Vous allez avoir aussi tout le débat en 2019 des taxes sur la production. Ça, c'est un sujet industriel majeur sur la CVAE, la CFE. Aujourd'hui, le MEDEF, pour les industriels, dit attention, ne taxez pas avant le résultat. Au premier euro de chiffre d'affaires, bien sûr. Au premier euro du chiffre d'affaires. Et or, en 2019, et ça c'était le grand discours de Macron devant les maires, il va y avoir une remise à plat de la fiscalité locale. Toutes les recettes de ces impôts sur la production vont financer les collectivités locales et tout ça, ça va être remis à plat. Donc le MEDEF, ça c'est des chantiers parmi d'autres. Le MEDEF, son rôle à venir, ça va être d'essayer de porter la voix des entreprises dans ces dossiers dont les lignes bougeront dans les 18 mois à venir. Alors justement, Patrick Martin, imaginons, président du MEDEF, donc au mois de juillet, vous allez porter quoi comme voix? Ça sera quoi votre programme justement? Commencer par m'émouvoir d'un diagnostic dont plus personne ne s'émeut, à savoir que les économistes s'accordent à reconnaître que le potentiel de croissance de la France est de 1,2% par an et que le taux de chômage incompressible en France est à 8%. Moi j'ai toujours entendu dire, dans mes lointaines études, que le taux de chômage incompressible devrait être de 3,5 à 4%. Donc on est en face de quelque chose de monstrueux. Les problèmes de recrutement ne se résument pas à vos populations, si j'ose dire, au digital. Ils concernent absolument toutes les qualifications. L'innovation en général, bien sûr. Non, pas que l'innovation. Le transporteur routier, le cariste, l'opérateur de production, ne sont pas des gens qui, à ce jour, en tout cas, sont digitalisés. Et les entreprises dont vous parlez, sauf erreur de ma part, ne sont pas que dans le digital. Ils peuvent l'être aussi, même quand on conduit un camion. Voilà. Dans le digital, c'est encore plus flagrant. Hein. Donc on a un problème énorme. Donc focus, priorité absolue sur la formation, avec un enjeu économique. Il faut rehausser cette croissance potentielle de la France. Ça passe beaucoup par l'acquisition de compétences, la mise sur le marché de nombreux salariés
dont je suis le dernier à penser qu'ils sont installés dans le chômage par confort, par facilité, c'est totalement faux. Là, on a tous à se réinventer. Et du côté du MEDEF, ça passe notamment par l'identification des besoins futurs. Bien souvent, quand les pouvoirs publics, les rectorats, les régions, l'État lui-même nous demandent d'identifier les besoins volumétriquement et qualitativement pour les prochaines années, on est incapable de le faire. On n'y arrive pas, d'accord. On n'y arrive pas. Il faut le Donc faire. il faut qu'on balaye devant notre porte. Après, il y a quand même un enjeu de fiscalité, parce que vous avez dit qu'il n'y avait plus d'enjeu de fiscalité, il y en a encore un. Et puis vous y êtes revenu ensuite. La fiscalité locale assise sur des impôts de production pèse plus lourd que l'impôt sur les sociétés dorénavant. Mais comme par nature, elle est très diffuse, on a encore 35 500 communes, on a toutes ces EPCI, ces régions, etc., etc. Elle est difficile à identifier, elle n'en finit pas d'augmenter. Et c'est ça, finalement, qui pèse le plus dorénavant sur la compétitivité des entreprises françaises, dont il faut simplement restaurer le taux de marge. Jean-Claude Vollot, défendez le MEDEF? Bien sûr, je défends le MEDEF parce que très longtemps, j'ai été comme vous, c'est-à-dire je me demandais à quoi ça servait, mais je ne m'étais pas rendu compte que l'UIMM était un membre du MEDEF, que j'allais à l'UIMM demander, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça marche. L'entreprise, elle est en lien avec sa fédération. Et donc l'UIMM me rendait tous les services que j'avais besoin. Et donc en fait, c'était le MEDEF qui me le rendait. Vous voyez, donc si vous vous rapprochez du Syntec sur vos sujets, vous allez voir que vous allez avoir satisfaction et réponse à vos demandes. Je voudrais dire une chose. Avec Pierre Gattaz, en arrivant, on s'est rendu compte de ce sujet-là, que trop d'entreprises se disaient, mais à quoi ça sert le MEDEF? Et puis on a décidé, mais la mutation culturelle, elle est longue, très longue, comme tout ce qui est culturel, de considérer que nos adhérents qui nous apportaient de l'argent pour vivre, en fait, étaient nos clients et non plus des mal nécessaires. Parce qu'on était dans le système à la française administratif, il y a la tête qui pense, les autres, ils n'ont qu'à payer, c'est fini. Donc on a commencer à réinverser le sens, et vous verrez que philosophiquement, ça va changer beaucoup de choses. En disant, nos MEDEF territoriaux sont nos clients, mais nos fédérations sont nos clients. Et nous allons, puisque je m'occupe des fédérations, nous allons les voir comme des clients maintenant. Mais avant que et d'ailleurs, la mentalité est en train de changer fortement là-dessus. Et ça conduit à un rapprochement. Ça conduit aussi de les rencontrer, ce qui n'était pas fait avant à l'ère Parisot et deux autres. Ils payaient, point. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de transversalités qui sont en train de se mettre en place autour du MEDEF sur plein de sujets, dont la formation, qui est un sujet fondamental. Et on se rend compte que la formation, quand elle n'émane pas simplement de Paris, mais qu'elle est pensée à travers nos fédérations et nos territoires, on se rend compte que le problème devient différent. Ce que je vois émerger, par exemple, sur la formation, c'est qu'en fait, que l'engagement des entreprises et des organisations patronales est insuffisant sur le plan. La responsabilisation de la formation des entreprises est largement insuffisante. De continuer d'imaginer que c'est l'État qui doit former nos soudeurs, nos peintres, nos électriciens, ça c'est une ânerie, c'est fini cette époque. Et d'ailleurs, on voit bien que la tendance lourde en face de l'incapacité à trouver des salariés pour les métiers qu'on fait, eh bien, ce sont des entreprises ou des fédérations qui se prennent en main. Je veux parler de Veolia en tant qu'entreprise, je veux parler de ma propre fédération qui règle à peu près tous ces problèmes de formation, c'est l'aéronautique, c'est le GIFAS, que ce soit, je parlais des soudeurs parce qu'on a une formation de soudeur aéronautique, on a une formation de peintre aéronautique qui marche très très bien. Et on prend des gamins sans formation importante, on les réadapte à des vitesses remarquables pour être de remarquables professionnels dans tous ces métiers. Donc, on voit l'importance de l'entreprise et des organisations patronales dans la formation. Alors l'idée, on l'a fait passer. Ma collègue qui est présidente de ça, qui rentre dans toutes les négociations que tu citais, Patrick, tu la connais, elle est de plus en plus habitée par cette idée de la responsabilisation des entreprises. Citez-la. Et dans ce que tu dis... Florence Poivet. Donc oui, dans ce que tu dis, oui, d'accord. Dans ce que tu dis, et tu as tout à fait raison, si tu deviens président du MEDEF, ce sujet-là de la formation professionnelle, c'est directement notre responsabilité. Et vous voyez que là, on est tout près de votre problème, tout près. Est-ce qu'il faudra aussi, est-ce que c'est pas un débat là qui pose aussi la place de l'entreprise en France, la reconnaissance de l'entreprise en France? Est-ce qu'elle ne souffre pas d'une mauvaise image, cette entreprise quand même? Oui, Patrick Martin? Non, alors, vous pointez du doigt un phénomène extraordinaire et qui doit nous interpeller, Jean-Claude. La cote de popularité des chefs d'entreprise n'en finit pas de monter. Il y a eu un sondage IFOP en même temps, fin quand 2016. oui, mais quand on part de bas aussi, c'est... Non, mais attendez, à quel niveau? Quelles sont les catégories les plus utiles à la France? IFOP fin 2016. À 88% des réponses, les dirigeants de PME. Quoi qu'on en pense, à 60% les dirigeants de grands groupes, ce qui n'était pas vrai peu de temps auparavant. Je vous fais grâce du classement d'autres catégories. Bon, mais l'image du MEDEF elle-même est mauvaise. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie à un problème de gouvernance, ça renvoie à un problème d'oxygénation, d'accueil, je dirais, d'accueil constructif, bienveillant d'autres organismes. Vous gouvernerez à qui, vous?
Ah mais moi je gouvernerai avec qui voudra. Croissance Plus, je ne sais pas si c'est votre organisation, les femmes chefs d'entreprise, ça peut être la CPME. On est dans des logiques figées, institutionnelles, d'appareils qui peut-être ont eu leur temps, mais qui sont complètement périmés dorénavant. Et le public c'est à l'extérieur de l'entreprise, mais c'est les adhérents du MEDEF aussi, le ressentent très bien. Il y a un décalage. Oui, trois points. Le premier, je confirme ce que vous avez dit, je vois ce sondage chaque année, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les PME et les patrons de PME sont vus parmi les acteurs de la société française comme les gens à qui souvent on fait le plus confiance. C'est confirmé par sondage après sondage. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de vote de confiance pour les gens qui ont des responsabilités, mais des responsabilités de proximité. C'est-à-dire le patron qu'on peut toucher. Parce que le patron du CAC 40, c'est quelqu'un qui est très loin. Un patron de PME, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus proche. Donc ça, c'est quelque chose qui parle. Deuxièmement, la formation, énorme sujet. On a besoin de recruter des gens en digital. On a aussi 270 agences qui ont partout en France du mal à recruter. Elles ont toutes du mal à recruter. Donc il y a un vrai sujet sur la formation. Troisièmement, si j'avais un vœu à formuler sur ce que fera le MEDEF demain, si je devais trouver un seul mot, ce sera le verbe simplifier. Les patrons de PME, il faut les laisser agir. Je pense que la première priorité, c'est de se dire que le temps disponible d'un patron de PME, d'un cerveau de patron de PME, il doit être consacré à son business, son activité, et ne pas avoir à être préoccupé en permanence de tout le fatras administratif qui est en France nécessaire. Tout ce que le MEDEF pourra faire demain pour simplifier ce que le gouvernement essaie de faire à plusieurs reprises. Il y a eu des RGPP, il y a eu toute une série de choses, ça n'a jamais abouti, ça a toujours avorté. Si j'ai un rêve un jour, si le MEDEF pouvait prendre en charge cet impératif de simplification et le faire avancer là où le gouvernement a échoué à plusieurs reprises, pour les chefs d'entreprise, ce serait formidable. Vous dites oui. Mais je dis oui, je voudrais simplement préciser qu'avec Jean-Claude, nous sommes chefs d'entreprise. Mais oui. Vous parlez comme si on n'était pas... Non, mais évidemment, je suis d'accord. C'est pas votre ennemi, hein, attention. Voilà, même s'il est au MEDEF, hein, quand même. On a même au MEDEF Jean-Claude Vollot. une commission qui s'occupe de la réforme de l'État. Et en fait, qui est pilotée par une ancienne ministre. Eh ben, je ne le savais pas. Et qui propose à l'État des comment dirais-je, des mesures qu'il faut faire pour améliorer. Et donc, qui est l'ancienne ministre comment elle s'appelle Anne-Marie Couder. Oui, Anne-Marie Couder. Ah, Anne-Marie Couder. Anne-Marie. Elle fait un travail. Et vous savez ce que dit l'État, mais qu'est-ce que les entreprises viennent nous embêter à nous dire ce qu'il faut faire. Sauf qu'on leur dit ce qu'il faut faire pour simplifier. Maintenant, c'est à l'État de... Juste un mot, Jean-Claude Vollot, puisque vous êtes patron de Diana Aerospace, mais vous êtes aussi président de l'association de gestion du Fonds paritaire national, hein, tout nouvel organisme, justement, chargé de récolter l'argent auprès des entreprises, en assurer la redistribution entre les organismes. Ce que vous dites, c'est que le financement du dialogue social est un petit peu moins opaque. Le rapport, il sort ce mardi matin. Ouais. 123 millions d'euros récoltés auprès des entreprises et des subventions de l'État. Plus des 2/3 alloués aux organisations syndicales de salariés, CGT, CFDT, FO, CGC, CFTC dans l'ordre. Et puis le reste, donc 40 millions aux organisations d'employeurs, donc la CPME, le MEDEF et puis les artisans. Beaucoup plus de transparence, pour quelle raison ? La raison, vous l'avez entendu, c'était notamment lié à l'obscurité des fonds destinés à la formation professionnelle, puisqu'on en parle. Donc tout le monde a dit tout et n'importe quoi. Il y a c'est même souvent jugé opaque, hein, tout des ce gens qui est brillants comme Jacques formation, Attali qui disait qu'on dilapidait 32 milliards par an, ce qui est n'importe quoi. Mais il y avait dans la formation professionnelle des préciputes qui étaient reversés aux organisations. En fait, ce n'est fait que pour indemniser les frais des administrateurs, bénévoles pour ceux des patrons, salariés pour ceux des salariés. Donc c'était tout, c'était ça. Et en fait, donc on a ce système, c'est la loi de 2014 qui a été pilotée par Sapin, il faut bien le dire, qui a été de conduire, de simplifier tout ça. Et puis là, au 1er janvier 2018, en fait, ça a été fait à la proportionnalité de ce que nous sommes, puisque, comme tu l'as dit Patrick, on a maintenant enfin mesuré le poids de chacun. Donc il n'y a plus de discussion. Mais nous-mêmes, au MEDEF, on disait on est 700 000 entreprises adhérentes, et puis au bout du compte, on était 125 000, si vous voulez. Bon, et tout le monde comme ça. Ça montre aussi une chose, Fabrice. C'est le défaut d'engagement des Français. Défaut d'engagement de syndicalisation des entreprises, défaut d'engagement des salariés dans le syndicalisme salarié, défaut d'engagement dans les partis politiques. Le Français, naturellement, il se détranche, il ne paye pas de cotisation et il attend que les autres fassent le boulot. C'est un petit peu ça le problème du Français, vous comprenez ? Et ce trésor, c'est 123 millions, comment les sommes sont réparties ? Cet argent, il sert à quoi en général ? Il sert globalement. Alors, il y a une partie importante du côté salarié, c'est la formation des délégués syndicaux. Mais ça, en fait, c'est une enveloppe qui existait déjà, qui venait de la direction du travail, qui venait là. Et puis, il y avait une autre partie qui sert justement... Allez, je vais vulgariser.
C'est une caisse de remboursement des notes de frais de tous les administrateurs. Les 20 000 mandats dont a parlé tout à l'heure Patrick, qui en a, et même en plus, il y en a 20 000, en réalité 33 000. Que les salariés ont aussi. Quand on fait du paritarisme, on est dans des conseils d'administration, on passe du temps, on discute ensemble, on travaille. Et contrairement à ce que peuvent penser certains, notamment le président de la République, c'est pas si inefficace que ça, le paritarisme. Hein. Parce que moi, je veux bien qu'on critique les caisses de chômage et l'UNEDIC, sauf que l'État sans arrêt met son nez dans le problème du chômage, par ses interventions provoque du déficit. Évidemment, il assure les déficits derrière, mais en fait, ce n'est pas une incompétence de la part des salariés et des patrons dans la gestion de l'UNEDIC. Hein. Allez, un dernier mot avec vous, Patrick. Non, je voudrais simplement rappeler que le budget du MEDEF au niveau national, c'est 42 millions. Curieusement, c'est 1 millième des frais financiers que paye l'État sur son déficit annuellement, ou sur sa dette. Hein. Donc, il faut déjà relativiser les choses, qu'ensuite le MEDEF est l'organisation qui est la moins dépendante de ces fonds, et qu'enfin, ces fonds sont financés par une taxe sur les salaires. Donc, finalement, on renvoie pour partie aux entreprises, essentiellement aux salariés, de l'argent qui vient des entreprises. Je ne vois pas pourquoi on se lance dans des débats sans fin sur ce sujet. Bon, et ça sera un bon candidat à la tête du Je pense que c'est un MEDEF. bon candidat. Oui. Patrick Martin, vous voteriez pour lui, Jean-Claude Volo, ou pas? Je ne veux pas m'engager. Bon. Je ne vous ai pas dit ce que je vote. Mais c'est un bon candidat, oui. Bien sûr, on en a quelques-uns Bon. de bonne qualité. Allez, dépôt des candidatures en mars et puis donc vote début juillet. On y reviendra sur BFM Business, d'autant plus que Pierre Gattaz, il est l'invité de Stéphane Soumier ce mardi matin à 8h moins le quart dans Good Morning Business, donc sur BFM Business, à la télé, à la radio. Merci Jean-Claude Volo, président de Dedienne Aerospace, Mathieu Jolivet, reporter à la rédaction de BFM Business, Patrick Martin, président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes pour l'instant, et puis avec nous Hervé Hatt, le président de meilleurtaux.com. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On parlera ce mardi soir du climat, de la Terre, évidemment avec le sommet du président de la République à Paris.